Alors, tout d'abord, bonjour. Bienvenue. Vous m'entendez ou pas? C'est mieux là? Excusez-moi, je ne parle pas très fort. Donc, bienvenue dans cette session qui sera consacrée à l'industrialisation d'audit et que je vais co-animer avec David, que voici. Donc, on va démarrer par les présentations. Je te laisse commencer. Donc mon nom est Sarah Bessard, je suis consultante pour la société Teamvidia et DBA depuis 2006. Voilà, études et production. Alors bonjour à tous, donc moi je suis David Barbarin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis DBA depuis, ça fait un petit moment déjà, ça doit faire une douzaine d'années je pense maintenant. Donc voilà, je vais très vite passer sur la présentation. Voilà, moi je travaille pour la société DBI Service, une société suisse spécialisée dans l'infrastructure et les bases de données, SQL Server, Oracle, etc. Donc on va en profiter pour remercier nos sponsors, sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Pour ce qui est de l'agenda, on va procéder comme suit. Donc on va parler de méthodologie, on va également aborder ce qui est type d'environnement, relations clients, boîte à outils, et on va faire un audit par l'exemple. Donc pour commencer, en ce qui concerne la méthodologie, en fait, elle doit répondre à 3 questions qui sont quoi, quand, comment. Donc pour ce qui est du quoi, ça commence par un relevé de la configuration, que ce soit matériel, système, au niveau des instances SQL et des bases de données à auditer. Ça va également passer par un relevé des traces, enfin de traces, pardon. Au niveau système, on va utiliser le perfmon. Et pour la partie MS SQL, on peut utiliser les DMV ou les X-Event. À ce sujet, si vous voulez avoir des détails sur les DMV, il y a une session qui sera animée par Christophe Laporte et qui a lieu à 15h30. Voilà. Donc il y a une base de données que vous ne devez pas oublier d'inclure dans votre audit, c'est la base de données TempDB. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de cas d'utilisation autres que l'étape temporaire en fait. Voilà, elle est sollicitée quand on fait de la maintenance. À titre d'exemple, vous pouvez avoir une vue exhaustive de la manière dont elle doit être configurée, dont elle est utilisée en regardant le webcast de David Bafaloff. Alors pour ce qui est du quand, il faut définir le créneau idéal avec le client. Le créneau idéal qui contienne des pics d'activité significatifs de manière à réaliser un audit qui soit probant. Il y a également ce qu'on va appeler le cycle de performance continue, c'est-à-dire que dans un monde idéal, l'audit doit être durable dans le temps. On doit être capable de mesurer en fait le gain pour chaque action, ce qui va se traduire en fait par ce fameux cycle de performance donc, que voici, donc relevé, analyse et plan d'action. Pour ce qui est du comment, on va adapter son approche en fonction de la problématique rencontrée. Donc c'est ce que j'ai appelé la granularité de l'audit. On peut très bien se cantonner à MS SQL pour l'audit, néanmoins j'aurais tendance à dire qu'il ne faut rien négliger parce que l'audit ça peut permettre de mettre en évidence une situation en fait où MS SQL n'est pas forcément le seul en cause, voire pas du tout. Il faut également s'arranger, même si ça paraît évident, il faut s'arranger pour ne pas pénaliser la prod. Donc, en s'assurant que les traces qu'on va poser chez le client n'empirent pas la situation. Et là, je vais te passer la parole. Donc on parle d'industrialisation des audits. Donc c'est vrai que bien souvent on a affaire à des instances standalone, mais je pense qu'à mon avis, tous ceux qui sont dans la salle ont au moins une solution de achat ou de la virtualisation, etc. Qui n'a pas ce genre de choses chez lui aujourd'hui, à part toi? Voilà, donc en fait, qui a de la virtualisation? Voilà.
Et au moins une solution achat. Ok. Donc c'est à peu près ça. Donc c'est vrai que quand on fait des audits, donc là on parle d'industrialisation des audits. Alors ça peut être pour les consultants, mais ça peut être aussi pour les DBA SQL Server. Hein. C'est pour toute personne qui travaille sur SQL Server. Effectivement, il va falloir prendre en compte la composante un peu externe à SQL Server. Est-ce que j'utilise la virtualisation? Est-ce que j'utilise les solutions achats? Alors par exemple, si on parle de virtualisation, bon, moi j'ai beaucoup plus l'habitude de travailler avec VMware, Hyper-V malheureusement moins, j'ai moins de clients qui ont de l'Hyper-V, mais c'est vrai qu'on va tout de suite parler, il va falloir prendre en considération les composantes autres que le guest. Il va falloir remonter au host, vous faites un audit, va falloir regarder si tout se passe bien au niveau de l'hôte. Alors qu'est-ce qu'on va regarder dans un audit? Si tout se passe bien, quand on parle de virtualisation, on parle de partage de ressources. Donc, qui dit partage de ressources dit parfois problème de contention. Parlons un petit peu de... Alors, qui connaît le problème de co-scheduling sur VMware? Personne, à part Christophe. Du coup, le problème de co-scheduling, le problème, il est tout simple. Hein, c'est vous avez une instance SQL Server avec N processeurs. Il va falloir coordonner tous ces processeurs pour qu'ils puissent... il va falloir que l'hyperviseur puisse allouer tous ces processeurs pour que SQL Server puisse travailler. SQL Server, donc pour simplifier, va attendre que VMware, lui, alloue l'ensemble de ses processeurs. Donc ça, quand on est en co-scheduling strict, c'est ce qui va se passer. Donc votre serveur SQL, potentiellement, il peut attendre. Donc ça va avoir un impact sur vos performances. Ça, on peut le mesurer sur VMware. Il y a des compteurs pour ça. Il y a le fameux pourcentage de CPU ready. Si vous l'avez, si ce compteur a des valeurs anormales, en audit, on se posera la question on ira de toute façon dire attention, ici il y a un petit problème, ça a un impact sur les performances de votre serveur. Après, il y a toutes les problématiques de partage de mémoire. Qui a déjà eu un problème lié au ballooning sur VMware? Donc ça, c'est un petit peu plus connu, effectivement. Effectivement, le VMware, vous êtes dans un environnement où vous devez partager des ressources. À un moment donné, si VMware a besoin de mémoire pour satisfaire la demande sur d'autres hôtes virtuels, potentiellement, il peut récupérer de la mémoire de votre système SQL Server et pendant un moment. Donc ça peut avoir aussi un impact sur les performances de votre serveur, plus ou moins grave. Mais ça, effectivement, quand on va faire un audit, il va aussi falloir aller regarder de ce côté-là. On ne va pas se cantonner qu'à la vue un SQL Server ou à la vue instance ou à la vue système, invité. D'accord ? Après, toutes les solutions achats, on va parler de log shipping, mirroring, always on. Si vous faites un audit, il va falloir prendre en compte ces architectures. Regardez au niveau du cluster si vous êtes en always on ou si vous êtes en SQL Server, failover, cluster instance. Log shipping, vous avez des configurations associées à ça, le mirroring aussi. Il y a pas mal de compteurs, il y a pas mal de configurations à regarder. Donc voilà, quand on fait de l'audit, il faut prendre en compte ces types d'environnements-là, les différentes caractéristiques liées à ce type d'environnement. Il y a aussi les solutions éditeurs. Qui a un SharePoint chez lui? Voilà. Donc forcément, SharePoint, vous avez forcément des guidelines pour SharePoint. Vous avez des configurations spécifiques. Vous avez des configurations, par exemple, vous allez installer un Navision ou un SCOM. C'est pareil, vous allez avoir certaines configurations. En général, vous avez forcément le guide pratique ou le guide d'administration qui va avec. Donc il va falloir le prendre en compte au niveau de l'audit pour certaines configurations. Par exemple, je prends un cas assez connu sur SharePoint, certaines statistiques qui sont de bases de données qui sont désactivées sur certaines bases, n'allez pas les réactiver parce qu'en fait c'est une configuration correcte sur SharePoint. Et le fait d'activer les statistiques peut potentiellement vous poser plus de problèmes que vous apporter des bénéfices. Donc ensuite, je te passe la main, Sarah. Il y a un autre point
qui ne doit pas être négligé, en fait, c'est la relation client. Donc il va falloir gérer son stress parce que dans la plupart des cas, quand on intervient chez lui, c'est que la situation est critique. Donc il faut au moins le rassurer sur le fait que l'audit permettra d'identifier les causes. Il faut aussi communiquer avec lui. Communiquer pour aborder correctement son environnement, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure en prenant en considération les types d'environnement. Une configuration qui va vous sembler aberrante au premier abord, ça peut avoir du sens chez le client. Donc il faut discuter. Il faut également faire preuve de pédagogie en profitant pour lui communiquer les bonnes pratiques, parce qu'on n'a pas toujours un DBA en face, donc vulgariser. Et puis en dernier lieu, il faut formaliser l'audit et y joindre une roadmap. Voilà. Donc question, est-ce qu'il y a une obligation de résultat? Oui et non. Il y a au moins une obligation de résultat dans la formalisation que j'ai évoquée tout à l'heure. Après, vous pouvez être confronté à une problématique qui est complètement étrangère à MS SQL. Donc on parlait de la virtualisation. Tout ce que vous allez proposer comme axe d'optimisation, ça ne va pas forcément être retenu par le client, suivant le timing dont on dispose et d'autres critères. Et il faut aussi en prendre votre parti. Tous les axes d'amélioration ne vont pas forcément avoir un gain significatif à l'arrivée. Voilà. Donc pour réaliser l'audit, on va s'armer d'une boîte à outils et le choix en fait va se faire suivant 4 critères. Il y a le coût en performance, d'où va découler en fait le second critère qui est la finesse des compteurs. Évidemment, plus on va être exhaustif et plus ça risque d'être coûteux en performance. C'est particulièrement vrai quand on utilise le profiler par exemple. Il y a aussi la durée de l'audit. Est-ce qu'on est plutôt sur de l'audit continu? Et dans ce cas-là, on a tout intérêt à s'appuyer sur un repository pour le cycle de performance continue qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis, on va aussi prendre en considération le type de problème rencontré. Donc, pour ce qui est des outils, ce n'est pas ce qui manque. Et en plus, ils ont le mérite d'être gratuits pour la plupart. Enfin, en tout cas, ceux qui apparaissent à l'écran. Donc, on a le PAL Tool qui contient en fait des templates de traces pour la partie Perfmon, dont un pour MS SQL et qui va vous permettre d'enregistrer ce qui se passe, d'analyser et de restituer ça sous forme de rapport HTML. On a également RML Utility qui lui utilise un repository et en fait qui est plutôt orienté moteur. Donc vous allez lui passer une trace du profiler en entrée et lui en sortie il va vous générer des dashboards avec les appels les plus coûteux en I/O, en CPU, etc. Et il y a également le profiler avec lequel vous allez pouvoir faire 2 choses intéressantes. La première, c'est la possibilité d'intégrer le perfmon justement et de pouvoir corréler une baisse de performance à une instruction SQL. La deuxième chose intéressante que vous pourrez faire avec, toujours dans le cadre du cycle de performance continue, c'est la possibilité d'enregistrer un scénario en production et de le rejouer sur un autre environnement pour comparer. Là, je te laisse la parole. Donc sur la suite des outils gratuits qu'on a mis, alors cette liste d'outils, elle n'est pas exhaustive, hein. Bien entendu, on vous en a mis un certain nombre. Il y en a certainement d'autres que je ne connais pas ou que Sarah ne connaît pas. C'est simplement, ils ont le mérite d'être gratuits en tout cas. Si on parle un peu des événements étendus, les X-Events, donc j'aurais tendance à dire que ça va être un peu le remplaçant du profiler. Donc qui a déjà utilisé les événements étendus? Ok, bon ça va, il y en a un petit peu quand même. Donc le gros avantage des X-Events, c'est surtout son architecture qui est beaucoup plus légère que le profiler pour pouvoir faire du troubleshooting. Donc ça, et à mon sens, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin sur certains troubleshooting. Donc on verra un petit exemple tout à l'heure. Donc un cas concret que j'ai eu. Après vous avez 2 autres outils. Alors on les a mis ici. Alors Xperf, alors c'est pas des outils, et WinDBG, c'est pas des outils que vous allez utiliser tous les jours, ça c'est clair. Je le précise bien. Xperf, c'est un outil de tracing Windows, donc qui va utiliser le système de tracing Windows, le fameux ETW. Donc d'ailleurs, entre parenthèses, les X-Events
travaillent aussi avec ce type de système. Ce système de traces va vraiment nous permettre d'aller très 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 loin on va récupérer un ensemble d'informations relativement complet de tout ce qui se passe sur Windows. Donc je vous montrerai un exemple d'utilisation de Xperf que j'ai utilisé quelques fois, donc qui est assez commun. Donc en général, on utilise Xperf avec SQL Server, surtout pour la CPU ou pour les I/O. Donc je vous montrerai un petit exemple. Et WinDBG, donc WinDBG, c'est vraiment l'outil. J'ai bien mis pour les initiés. En général, on utilise ça quand on a des crash dumps, on a des bug checks, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément très, très facilement interprétable, pas très facile à prendre en main. En général, quand on arrive à ce niveau-là, bien souvent on appelle même le support Microsoft, parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations. Alors, pour revenir au repository, son intérêt, bien sûr, c'est l'historisation. Donc, grâce à cette historisation, vous allez avoir la possibilité d'analyser une baisse de performance rétroactivement. Parce que souvent, quand un problème survient en production, après coup, quand on n'a pas mis les bonnes traces, ou quand on en a mis, c'est très difficile d'analyser ce qui s'est passé. Ça va aussi vous permettre de comparer la performance avant et après optimisation, toujours pour le cycle de performance continue. Ça va vous permettre d'identifier les pics d'activité aussi, pour planifier l'exécution de batch ou de MEP, et puis de provisionner des ressources. Typiquement, si vous savez comment évoluent vos fichiers de log et de data au niveau de votre base de données, vous allez pouvoir dimensionner correctement vos disques. Voilà. Alors, pour ce qui est de la démo, elle va s'appuyer sur un audit qui a été réalisé chez un client à l'aide d'une solution custom dont la finalité en fait est l'industrialisation d'audit. Donc, on a un collector qui peut être développé en C# ou en PowerShell qui va capturer tout ce qui est perfmon et les informations disponibles dans les DMV sur le client à auditer. Il va remonter ces informations dans un repository et vous allez pouvoir les restituer sous forme de rapport dans Excel à l'aide de Power Query et de Power Pivot. Voilà, on va attaquer la démo. Alors vous aurez bien compris qu'au final, on vous a cité un ensemble d'outils. Donc ça c'est bien, effectivement, vous avez des outils, mais le gros intérêt, c'est en tout cas de pouvoir les industrialiser, les réutiliser de manière automatique. Parce qu'au final, votre valeur ajoutée, c'est pas tellement d'utiliser les outils, c'est surtout de les interpréter et de résoudre les problèmes. Donc on veut vraiment vous emmener en fait sur cette démarche-là au cours de cette session. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, effectivement, c'est qu'on a parlé de méthode d'audit. Parce que je vois qu'on a un petit peu le temps, donc on va préciser. Alors c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes, avec Sarah, avec Christophe, avec David, etc. au cours de nos discussions, et certainement avec vous aussi, avec d'autres DBA. Donc c'est vrai, quand on discutait avec Sarah, elle me parlait de méthodes d'audit où on mettait des... Alors, si on part du schéma, si on reprend ton schéma, qui est ici, je te laisse le faire, ça ne me dérange pas. Alors voilà, on a la méthode où finalement, nous, on va arriver en tant que consultant. Tout dépend le problème, hein, comme on a dit au départ. Si tu peux juste me remettre le schéma. Voilà, merci. Et donc, du coup, on va mettre un ensemble de collecteurs. L'idée, c'est de mettre un ensemble de collecteurs, d'outils en place, de collecter, de faire de la repository et puis de la restitution. Là, votre valeur ajoutée, vous l'aurez compris, au final, elle est vraiment ici. Donc, l'idée, c'est vraiment d'industrialiser tout ça. Maintenant, l'approche peut être différente en fonction du cas. L'industrialisation est toujours possible, mais donc on va pouvoir avoir une approche où finalement,
On ne sait pas trop quoi chercher. On arrive chez un client où on va, bon, ben, effectivement, voilà monsieur, moi je voudrais savoir si mon serveur SQL fonctionne bien. On n'a pas forcément de problème de performance. Alors effectivement, on va avoir une approche plutôt globale par le haut, où on va poser des compteurs, on va regarder les DMV, on va regarder pas mal de choses. Et une fois qu'on a collecté, on va bien sûr analyser. Ben, c'est vrai qu'on a... en discutant avec Sarah, je me disais, ben, c'est vrai que moi souvent, quand j'interviens chez des clients, j'ai pas du tout cette approche-là, surtout quand le client va avoir des problèmes de performance. Il va me dire, ben, j'ai un gros problème de performance. Et c'est vrai que moi, en général, je commence souvent par les attentes sur SQL Server. C'est une autre façon de voir les choses. On commence par le moteur et puis après, on récupère les informations au niveau système. Donc c'est vrai que ça, voilà, il n'y a pas une seule méthode là-dedans. Faut pas. Le but, c'est vraiment, en tout cas, d'industrialiser, d'avoir sa propre méthode d'industrialisation et pouvoir au final. L'idée, c'est quand même de restituer le résultat au client et d'apporter de la valeur ajoutée, des axes d'amélioration, de lui apporter un plan d'action, etc. Un plan d'action. Donc, je vais te laisser commencer ta démo, Sarah. Alors, donc on a un rapport principal qui en fait contient les attentes qu'on a enregistrées au niveau de MS SQL et qu'on a catégorisées pour plus de lisibilité. Donc dans le parallélisme, bon, c'est pas le bon exemple. Au niveau des buffers I/O, on retrouve en fait ce type d'attente. Donc ça va aussi permettre de dégrossir un peu l'analyse. Donc ce qu'on va faire, c'est s'attarder sur les premières attentes. Donc le parallélisme, le CPU, buffer I/O et puis les locks. Donc là en fait on a une première indication avec le graphe, c'est que les 3/4 du temps c'est le parallélisme qui est à l'origine des attentes en fait. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est vérifier la configuration du serveur SQL. Alors pour rappel, le parallélisme, c'est le fait en fait de découper l'exécution d'une requête en plusieurs tâches. Donc ça va permettre de réduire les temps d'exécution. Et par contre, le revers de la médaille, c'est que ça va être plus consommateur en CPU. Donc le degré de parallélisme va se définir au niveau de l'instance. On peut être beaucoup plus fin, mais on va se cantonner à l'instance MS SQL. Donc pour définir la valeur idéale pour ce paramètre, on peut se baser sur les précaux Microsoft, et le nombre de processeurs bien sûr. On peut également utiliser ce petit fichier Excel, donc le MaxDop Calculator qui est disponible sur le web et qui en fait contient 2 scripts, donc un script en Transact SQL et un script PowerShell. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à l'exécution, on va reporter le résultat et en fait le fichier va nous indiquer en sortie quelle valeur attribuer au MaxDop. C'est aussi simple que ça. Donc pour revenir à l'attente liée au parallélisme, ce qu'on va faire, c'est se pencher sur les objets les plus coûteux, que ce soit en CPU, en I/O, en mémoire, etc. Mais on va filtrer sur ceux qui ont généré des attentes liées au parallélisme, que voici. Donc on a essentiellement des procédures stockées. Et en fait, si on veut creuser, ce qu'on va faire, c'est regarder le plan d'exécution de ces procédures stockées. Et qu'est-ce qu'on observe en fait? C'est que dans la majeure partie des cas, on a du parallélisme parce qu'il y a des index manquants, tout simplement. Et le reste du temps, on a des index scan, ce qui revient
à la même chose, c'est-à-dire que les index existants ne sont pas suffisamment couvrants. Donc, je vais prendre un autre exemple. Donc là, on a un index manquant avec un index scan. Là, on en a encore un autre avec du parallélisme, etc. Donc je vais revenir au type d'attente. Et maintenant, ça, je veux bien que tu me tiennes le micro. Merci. On va s'attarder sur le type d'attente lié au CPU. Sauf qu'avant d'investiguer côté moteur, on va aller voir ce qui se passe au niveau du perfmon et comment se comporte en fait le processeur au niveau du serveur. Donc là, c'est pas très lisible, je suis désolée. Mais en gros, ce qu'on observe, c'est qu'on a 3 pics d'activité. Il y en a un qui survient le matin, entre 9 et 10 heures, qui se trouve là. Un second en fin de matinée, donc entre 10 et 11 heures. Et puis le dernier entre 14 heures et 15 heures. Et le reste du temps, c'est plutôt viable. Alors, ce qu'on peut faire également, enfin ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré qu'il n'y avait pas un process concurrent à MS SQL qui soit consommateur en CPU. Donc ça n'était pas le cas. Donc on va revenir à la liste des objets les plus coûteux. Sauf qu'on va filtrer sur ceux qui ont généré des attentes CPU. Donc on a essentiellement des procédures stockées, avec des batchs, de la facturation, donc c'est pas forcément surprenant. Par contre, il y a une autre chose qui m'interpelle, c'est la présence de fonctions scalaires, qui peuvent être très consommatrices en CPU. Alors, je vais revenir au type d'attente, toujours. Et cette fois, on va regarder les attentes liées aux lectures et écritures sur les disques. Donc, on va utiliser la même méthodologie que pour le processeur. Donc, on va aller voir du côté du perfmon. Et on va regarder les accès moyens en lecture sur le disque qui nous intéresse, enfin le disque, le RAID plutôt. Donc là, on a un agrégat de 6 disques SSD qui sont montés en RAID 10. Donc toutes les bases de données sont stockées sur ce même agrégat, y compris TempDB, ce qui n'est pas forcément idéal comme configuration. Là, je vais juste changer la granularité au niveau du timing. Ce sera plus lisible. Voilà. C'est ça. Donc, disque fixe. Okay. Donc là, on a quelques latences, respectivement entre 1 heure et 3 heures du matin, et puis une autre entre 6 heures et 7 heures, qu'on peut recouper en fait avec l'activité des fichiers de base de données. Et donc là, on retrouve sensiblement la même chose. Donc ça va nous permettre de recouper les informations. Donc là, ça s'explique par l'exécution de batch la nuit. Et puis on retrouve le fameux pic, la latence pardon, qui survient entre 6 heures et 7 heures du matin. Donc pour revenir à l'attente liée aux lectures et écritures sur le disque, on peut penser que le fait qu'il y ait des index manquants, d'ailleurs je n'ai pas pensé à vous montrer le rapport des index manquants, on en a quand même noté
306 comme étant manquant. C'est beaucoup. Donc ça peut aggraver ce phénomène. Alors il y a un autre phénomène que j'aurais pas le temps de décrire, qui est le paramètre sniffing, qui peut aussi donc être en cause pour ce type d'attente. Là, c'était le cas chez ce client. Donc le paramètre sniffing, pour faire simple, c'est quand vous avez une distribution des données qui n'est pas homogène. En fait, au moment où le plan d'exécution va être généré, il va être pertinent pour une valeur et pas pour une autre, pour le même paramètre. Voilà. Et alors, le dernier type d'attente qu'on va regarder, c'est les locks. Alors, les locks, c'est quelque chose d'assez récurrent. Donc, il faut toujours trouver un équilibre, en fait, entre consistance et performance. Et donc là, cette fois, je vais m'attarder sur le rapport des sessions en attente, filtré sur les locks. Et là, on peut se rendre compte que typiquement, cette procédure stockée, elle a attendu la majeure partie du temps qu'un autre traitement veuille bien se finir parce que la ressource dont elle avait besoin était lockée. Donc si on veut avoir plus de détails sur les objets lockés, justement, ça peut se faire via ce que j'ai appelé le Table Activity, qui en fait permet de savoir comment les index sont utilisés. Alors là, je n'ai pris que les tables avec les clusters index. On va savoir s'il y a du scan, s'il y a du seek, quel est le pourcentage de mise à jour, s'il y a des attentes sur les locks au niveau des pages, etc. Et puis on va pouvoir aussi, avec les deux dernières colonnes, savoir s'il y a de l'escalade. Voilà. Et alors, pour revenir aux sessions en attente qui ont été bloquées par d'autres objets, donc on a pu dégager en fait la liste des objets bloquants que voici. Et donc quand j'ai parlé au client de revue de code, il était un peu affolé parce qu'il m'expliquait qu'il y avait quand même un très grand nombre de procédures stockées. Et au final, l'audit nous indique que il y a peut-être 4, 5 procédures stockées sur lesquelles il faut se pencher. Ce n'est pas énorme par rapport au nombre total de procédures stockées. Donc là, on voit que celle-ci a généré au cumulé 57 minutes d'attente. Voilà. Et puis après, on a le détail des instructions pour cette procédure stockée. Voilà. Alors, il y a un dernier point. Excusez-moi, je vais juste me restaurer rapidement. Il y a un dernier point qu'on a identifié comme étant bloquant, c'est qu'on avait un doute sur l'utilisation de la mémoire, justement. Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, en surveillant nos traces chez le client, que la pagination était assez importante par moment, qu'elle dépassait en fait le seuil autorisé. Je vais y arriver. Voilà. Non, toujours pas. Voilà. Donc là, en fait, on a à partir de 15 heures une pagination qui est au-dessus de 70%, qui chute à 22 heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à 22 heures, on a regardé un peu plus en détail les traces et on a identifié en fait un processus concurrent à SQL Server qui était dans le top 10 des process et qui arrivait en seconde position et qui est assez connu, qui est le Trust Installer. Donc Trust Installer, c'est un service qui est lié aux mises à jour Windows
et qui en fait est connu pour créer des contentions CPU et mémoire. Donc on le retrouve sur des serveurs 2IS, MS SQL en l'occurrence. Et donc là, ce qu'on observe, c'est qu'on a une pagination à 70%. Et à partir du moment où il est identifié, je le stoppe. Et là, on retombe à 24%. Donc tout ça pour dire que, encore une fois, il ne faut rien négliger. Il faut regarder s'il n'y a pas de process concurrent au niveau mémoire et processeur. Voilà. Ok, très bien. Donc du coup, vous avez pu voir ici, par rapport à cette méthodologie d'industrialisation qu'on a récupérée. Remets-moi ton schéma, s'il te plaît. Je l'aime bien ton schéma. Et du coup, donc voilà. Vous avez vu que l'intérêt, c'était surtout là. On a récupéré pas mal d'infos. Alors bien sûr, il y a un gros travail en amont qui a été fait par Sarah et puis ses équipes pour pouvoir récupérer de la donnée. Alors simplement, tu peux peut-être décrire ce que tu es venu récupérer ici, parce qu'on n'a pas forcément tout vu sur ton fichier Excel. Alors ce que j'ai cru voir, c'est peut-être des compteurs Perfmon, des DMV peut-être. Quoi d'autre? Tu as d'autres choses? Juste ça. Donc deux choses. Alors l'idée, vous avez vu aussi que la repository, elle nous a servi à quoi ici? Elle nous a servi à avoir une trace dans le temps. Parce que bien souvent, quand on fait de l'audit, c'est du one-shot, c'est pas forcément simple de récupérer les problèmes. Alors je pense que il y a des consultants dans la salle ou... À part toi Isabelle, vous êtes tous DBA sinon? Ouais. Non, c'est la mauvaise question ou... Non. Donc du coup, pour ceux qui font de l'audit one-shot, c'est vrai que des fois, c'est pas forcément simple d'aller récupérer les problèmes parce qu'on les voit pas forcément. Donc c'est vrai que bien souvent, au départ... moi, j'ai fait l'erreur comme tout le monde. Hein. On arrive, on regarde de l'instantané, on voit rien, on repart. Monsieur, il n'y a pas grand-chose. Et puis, on revient 2 jours après parce que le client a eu le problème. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, de pouvoir un audit. Ça se fait, Sarah l'a bien dit, ça se fait dans le temps pour pouvoir récupérer les différents problèmes. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au client de pouvoir mettre en place des sondes, récupérer sur un intervalle de temps déterminé, réaliste. Qui va nous permettre vraiment de pouvoir faire ce qu'a fait Sarah, tout simplement, corréler des informations via des DMV, via des compteurs de performance, de ne surtout pas aller vers des solutions qui sont des fausses solutions. Donc là, ça va être un petit clin d'œil à la session de Benjamin. Là, vous avez vu qu'on avait eu du CX Packet, donc un problème de parallélisme. Le premier réflexe que les gens peuvent avoir, c'est faire, on va désactiver le parallélisme. Et ça peut être une très mauvaise idée. Alors effectivement, Sarah a montré que finalement, c'était une requête qui manquait d'index. Donc voilà, c'est vraiment la méthodologie qu'il faut appliquer. Il faut corréler les informations dans le temps, etc. Et puis on a vu effectivement que c'était une procédure stockée, je crois, c'est un manque d'index dans une procédure stockée, dans un point d'exécution qui était exécuté X fois par jour ou quelque chose comme ça. Donc on a pu corréler avec les pics d'activité, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'idée qu'on veut vous faire passer, c'est de pouvoir industrialiser la méthodologie et les différentes données que vous allez pouvoir récupérer pour une analyse pertinente ici. Donc on va peut-être passer à la deuxième démo. Ah ouais, parce qu'il va falloir que tu me le passes ici, ça va être pratique. Hein. Alors, oui, attends. Voilà, on va laisser ça pour le moment, Je switch. Non, pas pour le moment. En fait, alors, la deuxième démo, elle concerne... Elle concerne Xperf. Alors, comme je vous disais, c'est pas un outil qu'on va utiliser tous les jours, loin de là. J'ai eu l'occasion de l'utiliser, donc j'ai essayé de vous faire partager un petit peu mon expérience là-dessus, pour ceux que ça intéresse. Alors, pourquoi? Parce qu'on a eu un problème un problème I/O. En général, quand on arrive, on a un problème I/O sur SQL Server. La première chose qu'on va regarder, c'est effectivement qu'on aurait pu très bien lancer le collecteur de Sarah et voir que le type d'attente principal, c'était soit un I/O complete ou soit un write log, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va peut-être aller affiner, regarder les fichiers, les statistiques d'utilisation des fichiers, et on va voir qu'on a une certaine latence. Avec ça, on peut se dire, on va aller voir l'administrateur SAN et lui dire, tu as un problème au niveau de ton stockage. Mais est-ce vraiment le cas? Alors la question, ça dépend.
Ça dépend parce j'ai déjà eu plusieurs fois le cas. Alors, on peut le trouver par différentes méthodes. Xperf n'est pas forcément l'ultime solution, mais c'est un outil qui va nous permettre, en fait, en tout cas, de pouvoir. Alors, c'est un outil de tracing, comme je vous disais, Windows, qui va nous permettre d'aller voir ce qui se passe dans toute la stack I/O depuis l'application vers le stockage. Alors, pourquoi c'est intéressant d'utiliser cet outil-là de temps en temps? C'est de pouvoir voir dans les différentes strates si on n'a pas quelque chose qui bloque avant même de parler d'en parler à l'admin SAN. Je vous accorde que la plupart du cas, c'est souvent le stockage, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc comment on peut faire ça? Donc là, je vais vous montrer une petite démo. Alors, très rapidement, on va essayer de switcher sur l'utilisation de Xperf. Qui connaît Xperf déjà? Je vais pas. D'accord. Vous l'utilisez beaucoup, non? D'accord. On est d'accord. Non, mais j'étais en... C'est bon. J'étais juste en veille. Alors, normalement, ça devrait aller, même avec une main. Ça devrait aller, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous allez avoir ce genre de rapport. Donc là, j'ai simplifié le rapport de Sarah. C'est simplement, voilà, vous allez partir des stats. Voilà ce que vous allez avoir. Par exemple, le fameux CX Packet. Si je fais ça rapidement, hop, je désactive le parallélisme et je dis au client, c'est OK. Or, ce n'est pas tellement ça mon problème. Mon problème, finalement, pourquoi? Parce qu'ici, si vous regardez, OK, j'ai du CX Packet, mais en termes de temps moyen, ce n'est pas tellement ce qui va me poser problème. Mais si on regarde les deux types d'attentes suivants, c'est un petit peu 23 millisecondes, donc on peut déjà peut-être se poser des questions, même si je vous l'accorde, c'est pas forcément, c'est pas le moins performant que j'ai vu chez un client. Donc en tout cas, les deux types d'attentes qui sont là sont liés, en tout cas, comme ça, on va dire, au stockage. Si je regarde ici, donc j'ai fait ça sur un exemple, tout simplement, parce que, vous savez, en Suisse, on est souvent sous NDA, donc je ne peux pas afficher les informations clients. Donc j'ai créé une base de données SlowDB. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces bases de données, donc sur le fichier MDF, alors ça c'est sur un temps moyen business, on va dire de 8h à... C'était de 8h à 18h, je crois. Donc, on n'a pas capturé l'activité de la nuit parce que ça peut fausser vos résultats. Donc, l'écriture c'était dans le fichier MDF et plutôt, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça plutôt contre-performant à 500 millisecondes en moyenne. Surtout qu'on a des blocs, une taille d'écriture, je ne sais plus où est-ce que je suis, voilà, qui est à peu près, on va dire 100, entre 60K et 100K, bon, je ne devrais quand même pas arriver à ce type à cette latence-là. Là, c'est vraiment la latence moyenne décrite de chaque opération d'écriture. Donc avec ça, on peut déjà aller voir on pourrait aller voir l'admin SAN et dire j'ai un problème avec le stockage. Et l'admin SAN, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire non, j'ai pas de problème de stockage. Donc vous risquez de faire l'aller-retour un certain nombre de fois. Je suis pas perdu, je suis là, hein, mais la démo est par là. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est simplement, je vais prendre tout simplement la première trace. Alors, Xperf permet, en fait, comme je vous disais, de récupérer via le biais d'une certaine commande avec plusieurs paramètres, des flags, parce qu'on peut aller récupérer ce qui fonctionne dans le noyau, dans les processus utilisateurs, etc. Donc là, j'en ai tout un tas. Le but, c'est pas forcément de tous vous l'expliquer, mais les plus importants, c'est ceux-là. C'est les FLT-IO _ étoile. Donc ça, c'est valable depuis 2008, il me semble bien, sauf erreur de ma part, et ça vous permet vraiment de capturer tout ce qui se passe dans la stack IO, donc le schéma que je vous ai montré avant. Alors, ce qu'on peut voir, alors comment ça s'utilise? Alors, vous lancez forcément votre Xperf, ça va vous créer une trace.
Vous capturez votre activité, vous arrêtez votre trace, vous avez un fichier ETL qui est généré ici. Et ensuite, vous allez l'ouvrir via... Alors, c'est un outil qui est fourni par Microsoft, donc le WPA, ici, qui va pouvoir, en fait, tout simplement restituer le résultat de manière graphique. Première chose que je vais aller regarder, donc j'ai vu que c'était sur le fichier MDF, on est d'accord? Alors, première chose que je vais regarder, c'est les statistiques au niveau stockage. Alors, comme je sais que c'est mon fichier MDF, la première chose que je vais voir, c'est... Je vais faire comme ça, par le process SQL Server. Et le nom du fichier. Ça, j'en ai pas besoin. L'event subtype et le thread non plus. Ok, donc si je regarde en termes de durée ici, sur ce que j'ai capturé, j'ai un certain nombre de temps. Donc là, je suis à un certain nombre de secondes. Donc c'est en microsecondes. Bon, en tout cas, c'est visiblement ce qui me prend le plus en I/O sur cette trace. Si je descends un petit peu plus loin, en slow sur mon fichier MDF, donc effectivement, ça reste quand même celui-là. Donc on est toujours plutôt pas mal. Et là, je vais récupérer surtout les actions qui ont été... ici, ce sont les événements associés en fait à chaque ligne. Donc ce que je vais faire en durée ici. Vous voyez qu'ici, en fait, donc toujours pareil, j'ai classé. Donc effectivement, ça a l'air d'être la lecture qui me prend le plus. Et si je récupère... Si je classe ça correctement... Ah, excusez-moi, il faut juste que je me mette... Où est-ce qu'il me l'a mis le right read? Où est-ce que je suis là? Ah pardon, excusez-moi, voilà. Alors, prenons une I/O qui a été faite sur un temps moyen. Là, si je compte, on a 1 seconde, si je ne me trompe pas. Ok, donc là, je sais que en tout cas, au niveau de mon fichier, j'ai effectivement, j'ai un petit souci. Donc là, jusqu'à présent, là, ça me montre simplement ce que SQL Server m'a montré. Donc, je n'ai pas forcément plus avancé. Ce que je peux regarder maintenant, c'est il va falloir trouver pourquoi en fait cet I/O prend 1 seconde. La première chose que je peux faire, c'est d'aller regarder, comme j'ai capturé tout ce qui se passait au niveau de la stack. Alors la stack, ici, les lignes sont cumulatives. Ça veut dire que je pars du plus bas et à chaque fois, je cumule le temps, ici en durée. D'accord? Donc au niveau de la stack, qu'est-ce que vous avez au niveau de la stack? Vous partez depuis le stockage, si on part du bas, jusqu'à l'applicatif. Donc vous avez tout ce qui est stack de store port IO, le store port qui sont associés en général à la couche physique pour faire très rapide. C'est moi? Ah ok. Et puis derrière, si vous remontez ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'entre la couche NTFS... Alors j'ai 2 problèmes ici, en réalité. Parce que si vous regardez en cumulatif, ici, j'ai déjà un sacré écart entre les deux. Je passe de 25 à 879. Donc là, je suis sur un environnement virtuel. Donc il y a pas mal de choses qui me sont masquées. Et ici, ce qui se passe, c'est aussi, j'ai à peu près 30 secondes de différence. Il y a aussi un gros temps de latence entre les deux. Si je veux voir, alors, dans ma couche filtre, ici, vous avez quelque chose qui est intéressant. C'est que vous avez ce processus-là, en fait, qui vient me prendre pas mal de temps au niveau sur cette couche-là. La couche FLT-MGR, c'est les filtres I/O au niveau système. Alors ça sert à quoi? Ces filtres-là vont tout simplement modifier le comportement I/O. Vous allez écrire depuis l'application et avant d'écrire, ça va passer par tout un système de filtres et modifier le comportement, en fait, le cheminement de l'I/O. Soit ça peut être de l'observation, on va loguer, soit ça peut être de la modification, on vient complètement modifier l'I/O qui passe, soit c'est de l'observation, etc. Donc qu'est-ce que vous pouvez avoir dans ces filtres? Par exemple les antivirus. Le cas typique, un antivirus qui passe. Donc là,
Pour le moment, en tout cas, j'ai un espèce j'ai un espèce de process ici qui passe. On va voir. Si je vais regarder au niveau, je peux avoir le détail au niveau de mon filtre. Si je regarde ici, voilà, mini filter, je vais le mettre en bas. Ah, excusez-moi, je vais y arriver. Et là, c'est pareil, il va falloir que j'enlève ça, que je récupère ça. Je vais mettre le process d'abord. La durée. Et voilà. Alors, au niveau du MP Filter, si je regarde ici, j'ai des opérations de clean-up qui passent. Et en fait, ces opérations de clean-up, donc je vous fais le cheminement rapide parce que l'idée, c'est pas forcément de vous faire perdre du temps sur cet outil-là, je vous laisserai l'utiliser. C'est ni plus ni moins que ce process-là, le msmpeng.exe, qui correspond en fait à, si je ne m'abuse, je ne me souviens plus du nom, c'est voilà, System Center Endpoint Protection. Donc il y a un antivirus qui est passé par là de temps en temps. Et bien que j'ai un problème de disque ici, là j'ai fait la démo sur un environnement virtuel, je me suis mis sur des disques qui n'étaient pas forcément rapides, mais n'empêche que je n'avais pas que ça. Alors si je reprends, je fais l'analogie avec mon client, je n'avais aucune contention au niveau de mes disques, mais j'avais un gros problème, j'avais l'antivirus qui n'avait pas d'exclusion et de temps en temps qui passait et qui me ralentissait les I/O. Bien sûr, alors si on reprend ce qu'avait fait Sarah, de temps en temps, on voyait le process SQL Server qui ralentissait à certains moments de la journée. Donc voilà, ça c'est ce genre d'outil peut vous servir à ça. Alors c'est pas le seul moyen de voir que vous avez un problème d'antivirus, parce qu'après les antivirus, vous pouvez le voir aussi au niveau des process, comme Sarah a pu voir tout à l'heure, le process antivirus qui se met à utiliser de la CPU. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer comment on pouvait utiliser ce genre d'outil. Autre chose qu'on voulait vous montrer, c'était les événements étendus. Quelque chose que j'ai eu à utiliser chez un client. Alors, normalement, je ne dois pas l'avoir encore là. Alors, c'est les fameux types d'attente A5 Network I/O qu'on aurait pu voir sur le rapport de Sarah. Donc A5 Network I/O, en général, c'est lié à deux choses. Soit vous avez un problème réseau, ce qui est possible, soit vous avez un problème. Soit vous avez un problème à côté applicatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, SQL Server, quand vous lui demandez de la donnée, il va bufferiser, il va envoyer, et puis il va attendre que le client ait récupéré tout ce qu'il fallait et a acté qu'il a tout reçu. Alors, si votre application met du temps à traiter l'information, forcément, SQL Server, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre. Donc l'idée c'est quoi? Je vais simplement en fait faire un reset des statistiques ici. Il va falloir, l'idée c'était de pouvoir détecter quelle application en fait nous. Je fais un reset ici. C'était de pouvoir détecter quelle application était en cause. Une, plusieurs. Ça, c'est vrai qu'avec les événements étendus, c'est plutôt simple d'aller récupérer. Pourquoi? En fait, on va simplement créer une session d'événements étendus. On va utiliser les fameux wait. Donc là, avec on va récupérer le nom client, alors soit l'IP, soit le nom du client. Parce qu'au départ, moi, ce que je veux, c'est récupérer quelle est la machine qui me cause le problème, plusieurs machines, etc. Et je vais grouper ces résultats, je vais compter le nombre de wait par rapport à ce type, et je vais les mettre dans des histogrammes. Donc avec les événements étendus, c'est plutôt sympa de faire ça, parce que vous pouvez utiliser une cible histogramme ici, et puis derrière, qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement agréger les résultats en fonction ici de mes applications. Enfin, du serveur ou des applications, des serveurs d'application ou de mes clients qui vont se connecter et générer ce type de wait. Donc normalement, je ne sais plus si je l'ai créé.
avec ma mémoire de poisson. Non, c'est bon. Donc ici, si je regarde au niveau de mes événements étendus, on va l'activer ici, d'accord. Je vais pouvoir le générer. Alors ici, l'idée, c'est simplement de le générer. Je vais générer de l'activité. Alors je vais vous montrer, alors ça c'est sur un cas réel, c'est pareil, j'ai transformé la démo, elle est beaucoup plus simple. Mais l'intérêt de pouvoir capturer ce genre de choses, parce que c'est vrai que les événements étendus, c'est pas forcément, enfin c'est vrai que c'est assez, alors pourquoi ça fonctionne pas là? Ou j'ai pas fait... Alors soit j'ai pas d'IO, soit ça se connecte pas. Voilà, c'est ce que je me disais. Qu'est-ce qui se passe? Timeout. Pourquoi timeout? SQL 14. Pourquoi timeout? Ah, excusez-moi, je peux te faire tenir le micro? C'est l'effet démo, hein, comme d'hab. Je vais juste regarder ici. Si j'arrive à me connecter, Trusted Connection, sauf que ici... Non, pourtant je suis plutôt pas mal, hein, je comprends pas. Bon alors bien sûr, après avoir réglé ces problèmes-là, on pourra aller voir le vrai problème, donc toujours dans la méthodologie d'audit. Non, là ça a l'air d'être plutôt pas mal, hein, ce que j'ai ici. Simplement, il ne veut pas se connecter. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose que j'ai pas bien noté. Ah, c'est peut-être... Ah, attends, timeout. Bon. Ça n'a pas l'air de vouloir se connecter. Je ne sais pas pourquoi, comme ça. Par contre, on ne va pas trop passer de temps là-dessus. Alors normalement, alors peut-être qu'il y a le firewall effectivement, c'est ce que j'allais regarder rapidement si je ne l'ai pas réactivé. C'est tout off. Pardon? C'est une instance par défaut, donc normalement je ne dois pas avoir de problème. Là je suis connecté. Bah, sinon je vais le faire comme ça, c'est pas tellement un problème. Ouais, par contre c'est surtout ce qui était après qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, voilà, je vais faire... Normalement je suis SQL 14. Et le PowerShell il est en SQL 14 normalement si j'ai bien regardé. Test ici, non. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère que c'est juste pas un problème de cache ou de conneries comme ça, mais j'ai pas l'impression. Si ça augmente pas, c'est qu'il y a un problème. Bon, c'est pas très grave. L'idée, c'est pas très grave. Je vais simplement... Alors, dans les faits, ici, vous allez avoir un nombre de hits qui va apparaître et forcément, ça va être... Alors moi, chez mon client, c'était vraiment une application qui était en haut, qui était dans le top 10. Vous en aviez plusieurs parce qu'il n'y a pas qu'une application qui génère des weights. Si on regarde par exemple SQL Server Management Studio, c'est potentiellement une application qui va générer ce type d'attente. Pourquoi? Tout simplement parce que Management Studio va utiliser un grid view et va utiliser en fait un execute reader, comme on a ici. Là. Donc, parce qu'ici, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va initier une nouvelle commande et je vais utiliser un execute reader qui est là. Et qu'est-ce qui fait l'execute reader? Bah, après, chaque ligne, bah, vous allez la traiter, etc. Et puis vous allez comme de la même manière que vous faisiez un curseur sur SQL Server. Alors là, chez mon client, ce qui était intéressant de voir, c'était surtout que... Alors c'est à peu près la logique, hein, même si vous voyez que c'est assez simple.
c'est que finalement, il récupérait toutes les données de sa table, donc il envoyait vraiment une grosse table au travers du réseau, donc le temps que l'application consomme les données, bah, ça prenait un peu de temps, donc générer ce type d'IO, et ce qu'il faisait, c'est qu'il récupérait les 5 premières lignes. C'est dommage quand même de récupérer, de faire transvaser toutes les données au travers du réseau pour uniquement 5 lignes. Qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, bah, il y a deux stratégies. Soit on fait ça côté applicatif, soit ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié la procédure stockée, on en a fait une autre, et on a fait un top 5 underby sur l'index pour pouvoir récupérer uniquement que la partie qui nous intéressait. Voilà, c'est le genre de choses que j'ai pu utiliser moi avec les événements attendus. Il n'y a pas que ça, il y a les pages split, il y en a pas tout un tas, mais c'était vraiment un cas concret. Donc la méthodologie, c'était de faire quoi? C'était ok, d'accord, on est parti des types d'attente et comment on va faire pour aller diagnostiquer et résoudre le problème jusqu'au client. Donc ça aurait pu passer par les rapports de Sarah, et puis n'empêche qu'après, bah, il faut aller. Ça nous a permis de nous aiguiller vers la solution, la bonne solution, au lieu d'aller mettre un max d'op 1. D'accord? Donc je pense que le temps est passé. Il me semble bien. Hein. Donc si on fait un switch, je vais te laisser terminer, Sarah. Je te laisse l'honneur. Donc, pour conclure, la méthodologie va être déterminante avec la boîte à outils, bien sûr. Et à l'issue d'un audit, bah, vous devez bien évidemment faire une proposition de roadmap en accord avec le client. Donc, cette roadmap va se faire suivant le timing, donc le temps dont on dispose. Est-ce que c'est le bon moment ou pas ? Suivant le gain apporté aussi, et puis suivant l'impact, bien sûr, donc le risque de régression. Voilà. Donc là, globalement, pour terminer, puis après, je vous laisse parce que après, on va tous aller manger. Donc voilà. Je veux surtout insister sur la première phrase. Là, je pense que le premier mot, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans l'industrie, en tout cas dans cette partie-là. Pourquoi? Parce que bon, les outils, il y en a. Vous avez vu, on peut utiliser tout un tas d'outils. Il suffit de les apprivoiser, de connaître un petit peu comment ça fonctionne. Par contre, derrière, la grosse valeur ajoutée, effectivement, c'est c'est le trousse à outils, ce qu'on a vu dans le schéma. Bah, effectivement, ça nous permet d'industrialiser, ça nous permet d'automatiser, etc. Mais après, sans ça, vous faites plus grand-chose. Donc voilà, c'était vraiment, pour nous, c'est ce que nous a paru le couple gagnant, méthodologie plus trousse à outils, ce qui va faire vraiment de vous quelqu'un qui va pouvoir être à l'écoute et résoudre les problèmes clients. Comme disait Sarah, après derrière, je ne vais pas plus insister, c'est vrai qu'en général, les audits ne se terminent pas comme ça. En général, on finalise un audit, on propose des axes d'amélioration, comme on a pu voir dans les différents exemples. Et voir, il faut pouvoir mesurer le gain apporté et l'impact que ça peut avoir. Donc n'oubliez pas que l'obligation de résultat n'est pas forcément évidente dès le départ, mais à force de chercher, on arrive toujours à faire quelque chose. Donc voilà, je pense que si vous avez quelques questions, c'est le moment. Oui? Ah, pour Sarah peut-être, après, c'est elle qui va peut-être répondre. Alors systématiquement, tout dépend, je dirais le contexte que vous avez, mais regardez, par exemple, vous créez une session Loison. Vous avez une session d'événements étendue qui tourne derrière. C'est vrai que l'overhead est plutôt léger maintenant. Alors surtout, l'intérêt des sessions étendues, c'est le système de prédicat qui est sélectif et qui permet de directement éliminer des événements que vous ne voulez pas. Par rapport au profiler, où finalement, l'événement, l'action était générée et ensuite était filtrée, mais l'action était générée. Donc, moi, je pense que oui, ça peut avoir un intérêt. Tout dépend du problème que vous avez. Je ne connais pas le contexte, mais nous, systématiquement, on a eu un problème de performance chez un client. On a mis une trace d'événements étendus pour aller récupérer les requêtes les plus longues, etc., etc. Et effectivement, ça prend beaucoup moins l'overhead est beaucoup moins que... Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Alors, il y a eu un article intéressant, je crois que c'était Jonathan Casias qui avait fait justement un comparatif de l'overhead entre le profiler, l'extended events et d'autres outils. Et c'est vrai que c'est assez remarquable. C'est vrai que l'overhead est beaucoup moins important. Un tant soit peu qu'on est bien filtré, bien sûr.
Tout à fait, voilà. Puis bufferiser un max et justement écrire. Effectivement. D'autres questions? Non, bah, si pas de questions, c'est très bien. Sinon, bah, en tout cas, si vous en avez, on est là, on est joignable, on est dans les stands, à la machine, à la pause café, donc on sera content de discuter avec vous. Bon, bah, sur ce, on vous laisse, on vous remercie beaucoup. Je vais demander à Sarah. Alors, vous avez, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un retour sur les sessions. C'est pas un exercice facile, donc si on peut s'améliorer, voilà, prenez le temps de nous évaluer. Si vous n'avez pas aimé, en tout cas, dites-le pour Oui. ça nous permettra de nous améliorer. Dites surtout ce que vous n'avez pas aimé, en fait.